Dans cette leçon, nous allons partir à la découverte des précurseurs de la science politique. Penser la vie organisée en société, ce qui fait tenir et se développer une communauté humaine particulière, en bref, le vivre ensemble, n'est pas chose récente. Analyser les modalités de production d'un ordre commun, à l'échelle d'un ensemble humain, chercher à appréhender ses variantes, ses effets, est une activité qui existe depuis des millénaires. Sans remonter au-delà, on peut d'abord songer, au IVe siècle avant Jésus-Christ, à Aristote et sa typologie des régimes politiques. La typologie d'Aristote se fonde sur deux critères: le nombre de personnes exerçant le pouvoir et le public cible au profit duquel ce pouvoir est exercé. D'une part, le pouvoir peut être exercé par une seule personne, plusieurs ou beaucoup, voire tout le monde. D'autre part, ce pouvoir peut être exercé dans l'intérêt de tous, c'est-à-dire dans l'intérêt général, ou bien dans l'intérêt du ou des gouvernants, ou d'une partie du peuple seulement, c'est-à-dire dans un intérêt particulier. Ceci amène Aristote à distinguer le caractère pur du pouvoir, dans l'intérêt général comme on l'a vu, du caractère dévié du pouvoir, dans l'intérêt particulier. Il peut ainsi identifier 6 régimes politiques: la monarchie, la tyrannie, l'aristocratie, l'oligarchie, la politeia, qui renvoie en termes contemporains à la démocratie, et la démocratie, qui renvoie en termes contemporains à la démagogie. Avant Aristote, Platon avait livré une réflexion sur les institutions et le savoir-faire nécessaires pour produire une bonne politique. Il l'avait fait dans 2 écrits devenus célèbres, La République et Protagoras. Si on fait un saut dans l'histoire de l'Antiquité au Moyen-Âge, le précurseur à qui l'on pense souvent pour son étude de la politique est Nicolas Machiavel. Machiavel écrit en 1513 Le Prince, qui sera publié en 1532, juste un an après un autre livre important sur la politique, Discours sur la première décade de Tite-Live. Du Prince, on retient généralement l'expression « la fin justifie les moyens ». Mais l'œuvre de Machiavel ne se résume pas à cette expression. Comme Aristote, il a proposé une typologie des régimes politiques et surtout, il a voulu expliquer comment accéder au pouvoir et le conserver. Au contraire d'autres penseurs de son temps qui proposent une vision idéalisée de l'homme, souvent influencée par les croyances religieuses, Machiavel entend fonder son analyse sur l'homme tel qu'il est. En cela, Machiavel et Hobbes ont un point commun. En effet, pour Thomas Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme dans l'état de nature, c'est-à-dire la situation avant que ne soit instituée une forme étatique. C'est pourquoi ce penseur anglais du XVIIe siècle voit dans Léviathan, du nom d'un ouvrage volumineux publié en 1651, le garant de la paix entre les hommes. Pour Hobbes, l'État peut naître de 2 façons, soit la force, soit le consentement. L'idée de consentement, et donc de contrat social, va être au cœur des penseurs du siècle des Lumières. Ceux-ci vont poursuivre les réflexions développées depuis l'Antiquité grecque. Ainsi, Montesquieu, à la suite d'Aristote, distingue la nature du régime politique du principe qui le guide dans son livre le plus connu, de l'Esprit des lois. Concernant la nature du régime, il reprend d'une part le critère d'Aristote relatif au nombre de gouvernants et d'autre part le mode d'exercice du pouvoir. Il fait la distinction entre 3 types de gouvernement: la République, la monarchie et le despotisme. Selon Montesquieu, aucun type de gouvernement n'est bon ou mauvais en soi, le critère pertinent à cet égard étant les principes qui le guident. Des principes sains, comme l'esprit civique dans la République et l'honneur dans la monarchie, ou malsains, l'apport, la soumission et l'esprit d'esclavage dans le despotisme. Montesquieu est aussi à l'origine de la théorie de la séparation des pouvoirs. Il dira ainsi: il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Les 3 pouvoirs sont le législatif, l'exécutif et le judiciaire, et ils doivent être des contre-pouvoirs les uns pour les autres, afin que l'un ne l'emporte pas sur les 2 autres. Originaire de Genève, Rousseau est influencé par les auteurs qui l'ont précédé, dont Machiavel et Montesquieu, ainsi que par l'histoire de sa ville. Au XVIe siècle, c'est à Genève que s'installe le réformateur protestant Calvin, qui y participe
à l'instauration d'une république théocratique. Centre du calvinisme, la ville accueille hommes d'affaires, banquiers et artisans et s'épanouit économiquement jusqu'au XVIIe siècle. Mais au XVIIIe siècle, elle connaît crise économique et troubles politiques. La population se révolte contre les élites au pouvoir qui ordonnent de brûler devant l'hôtel de ville 2 œuvres de Rousseau, dont du contrat social. Mais la population s'y oppose. Les premières lignes de cette œuvre montrent bien ce qui effraie les gouvernants de l'époque. Rousseau dit ainsi « L'homme est né libre et partout il est dans les fers, tel se croit le maître des autres qui ne laisse pas d'être plus esclave qu'eux. » Comment ce changement s'est-il fait? Je l'ignore. Qu'est-ce qui peut le rendre légitime? Je crois pouvoir répondre à cette question. Rousseau expose, dans le contrat social, que la société doit reposer sur un contrat auquel adhèrent tous les citoyens, par lequel ceux-ci acceptent de soumettre leur volonté particulière à la volonté générale. Le peuple, pour Rousseau, est souverain. La volonté générale du peuple ne peut pas être représentée par ses mandataires, par les députés. Ils ne sont que des commissaires qui ne peuvent rien décider définitivement. On note ici l'opposition entre une démocratie représentative, telle qu'elle reposerait sur les écrits de Montesquieu, et une démocratie directe, telle qu'elle pourrait s'inspirer de Rousseau. Avec le précurseur suivant, Alexis de Tocqueville, on entre dans le XIXe siècle, en poursuivant la réflexion sur la démocratie. Tocqueville, dans les 2 tomes de la démocratie en Amérique, parus en 1835 et 1840, offre une réflexion sur la démocratie libérale. Après avoir séjourné en 1831 aux États-Unis pour une étude sur le système carcéral américain, Tocqueville livre dans ces 2 tomes une étude sur la démocratie représentative américaine. Il y décrit avec beaucoup de précision la démocratie aux États-Unis et fait des parallèles avec la démocratie en France, son pays d'origine. Il voit une opposition majeure entre les deux. La démocratie américaine fait la plus grande place à la liberté, tandis que la démocratie française privilégie l'égalité. Mais la démocratie n'est pas sans danger potentiel, notamment le despotisme populaire, la tyrannie de la majorité. Sur la base d'une connaissance généralement très fouillée du passé et du contexte qui leur était contemporain, tous ces précurseurs et tous ceux que nous n'avons pas mentionnés, à leur manière, ont livré des analyses politiques qui demeurent encore aujourd'hui marquantes. Cela est vrai du point de vue de leur démarche générale. Pensons à la volonté de Machiavel d'expliquer comment accéder et conserver le pouvoir, ou bien à la volonté des penseurs du contrat social, comme Hobbes, Rousseau, de fonder rationnellement l'ordre politique selon un raisonnement fouillé. Et pourtant, comme le rappelle Philippe Brault, la science politique n'est pas née avec Platon, Hobbes ou Rousseau, ces monstres sacrés de la philosophie politique. Entendue strictement, elle est une discipline contemporaine apparue dans le sillage des grandes sciences sociales. Par sa démarche scientifique, Max Weber est un des premiers à avoir largement contribué au développement des sciences sociales. Auteur notamment du Savant et le politique en 1919, d'Économie et société en 1922 à titre posthume, Weber a produit des définitions fines de notions devenues canoniques en sciences politiques, telles que communauté politique, État, parti politique. Mais le rôle fondateur de Max Weber dans la science politique ne doit toutefois pas être mécompris. D'une part, il n'a jamais voulu établir une science particulière dénommée science politique, et pour cause, il entendait contribuer à la fondation de la sociologie, alors toute jeune. De l'autre, ses écrits ont parfois attendu des décennies après sa mort avant d'être traduits de l'allemand et rendus ainsi accessibles au plus grand nombre de scientifiques. Max Weber n'a donc pas fondé la science politique, mais il l'a largement influencée. C'est donc à la suite des réflexions de ce précurseur et de bien d'autres encore que nous n'avons pas mentionné, que progressivement, l'étude du politique, de la politique et des politiques est devenue la science politique. Nous retrouverons tout au long du cours l'influence des travaux des précurseurs qui se fait encore sentir aujourd'hui.